Alors, bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, on continue les planètes gazeuses. Donc, on fait les planètes. Donc, on a vu à la dernière capsule les planètes telluriques. Maintenant, on s'en va voir les planètes gazeuses. Donc, voilà, on continue ça. Oups. Alors, premièrement, petit rappel par rapport à c'est quoi une planète gazeuse. Donc, les planètes gazeuses, ben, on peut les appeler aussi les géantes gazeuses. Donc, les planètes gazeuses, c'est des planètes qui sont composées essentiellement de gaz. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi on l'appelle les géantes gazeuses. Donc, elles ont habituellement, ben, en fait, elles vont toujours avoir un centre qui va être soit solide ou liquide. Plus on va être loin, vous allez voir que les centres sont solides. Puis un peu plus proche, ça va être des centres qui vont être liquides. Un peu comme la Terre. Là. La Terre elle a un centre qui est liquide là, avec le magma. Donc, la majeure partie de son volume et de sa masse, c'est dû à des gaz. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle géantes gazeuses. Et dû au fait que c'est un gaz, ben, c'est pour ça que ça prend un très grand volume et donc beaucoup d'espace. Vous savez qu'un gaz, son but, c'est de prendre tout l'espace possible. Si j'ai une petite éprouvette remplie d'un gaz spécial et que j'ouvre mon éprouvette, même si ici, tout ce gaz-là est dans cette petite éprouvette-là, quand je vais ouvrir mon éprouvette, le gaz qui est dedans va prendre toute la place qu'il y a dans la pièce. Okay? Donc, même si c'était tout petit au départ, ça va prendre toute la place. On ne va pas retrouver beaucoup de ces particules un peu partout dans la pièce, mais il va quand même en avoir partout. Ben, c'est ce que la planète aussi essaie de faire. La planète essaie, comme elle est en fait de gaz, ben, le gaz, il essaie de prendre de l'expansion puis de s'en aller. Okay? Donc, il essaie de prendre toute la place. Sauf que pourquoi il ne s'en va pas partout dans l'espace puis qu'on le perd puis finalement il n'y a pas de planète? C'est parce que justement, comme les planètes ont une gravité due à une masse, donc elles ont une grosse masse, donc elles ont une gravité. La gravité, je vous rappelle, c'est ce qui nous retient sur Terre. Donc, c'est ce qui fait que si, mettons, je saute présentement, ben, quand je vais retomber, je ne vais pas retomber, je vais pas m'en aller comme ça dans l'espace. Je vais être attiré par la Terre, donc je vais retomber sur la Terre. C'est la gravité qui fait ça. Ben, les planètes gazeuses ont le même principe. Comme elles ont une énorme gravité, parce qu'elles ont beaucoup de masse, ben, le gaz, oui, il essaie de s'échapper, il essaie de s'en aller, mais il est retenu. Donc, le centre qui est ici, puis il est retenu par le centre, puis il ne peut pas retomber dessus. Okay? Donc, il ne peut pas retourner sur. Ben, il ne peut pas s'en aller, il va être obligé d'être retenu par le noyau. Mais comme c'est du gaz, il reste un peu en suspens, d'où le fait qu'il prend beaucoup de volume et que les planètes sont énormes à cause de ça. Euh, Puis vous allez voir, toutes les planètes gazeuses ont des anneaux. Okay? Donc, la planète la plus connue, c'est Saturne avec des anneaux, mais toutes les autres en ont. Il y en a qu'on va mieux voir que d'autres, puis je vais vous expliquer pourquoi on ne les voit pas nécessairement, même s'ils en ont tous un. Alors, Euh, la cinquième planète du système solaire, qui est la première qu'on voit aujourd'hui, la première planète gazeuse, mais qui est la cinquième du système solaire, c'est la planète Jupiter. Donc, Jupiter, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, c'est que c'est la plus grosse de notre système solaire. Elle a un rayon de 69 000 km. Donc, un rayon de 69 000 km, c'est 10 fois celui de la Terre. Elle a une masse de 1,9 fois 10 à la 27. Ça, c'est 318 fois la masse de la Terre. Donc, c'est vraiment une énorme planète, très, 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 très grosse et très lourde. Et elle a sa distance avec le Soleil, c'est 778 millions de kilomètres. Donc, on s'éloigne de plus en plus. Là. Sa composition, ben, c'est principalement hydrogène et hélium. Là, vous allez me dire, ouais, ben, monsieur, c'est comme le Soleil. Le Soleil, c'est de l'hydrogène puis l'hélium. Effectivement, le Soleil, c'est aussi hydrogène et hélium. Puis, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Soleil est une étoile, là, que dans le fond, il émet de la lumière puis de la chaleur. Je vous rappelle rapidement, c'est que les collisions qui se passent entre les molécules d'hydrogène et d'hélium ben, créent des réactions atomiques. Puis, ça fait cette chaleur et cette lumière-là. La raison pour laquelle Jupiter n'est pas une étoile, c'est juste une question de masse. En fait, Jupiter a failli devenir une étoile. À la formation du système solaire, quand le gaz a commencé à tourner et former Jupiter, donc là, on avait tous les gaz d'hélium et d'hydrogène qui tournaient comme ça, puis là, fou, puis ils ont commencé à faire une boule ensemble. Ben, ça a vraiment failli, ça a passé à ça de devenir une étoile. La seule raison pourquoi Jupiter n'est pas une étoile, c'est à cause du manque de masse. Vous allez dire, mais monsieur, elle est vraiment énorme. Oui, effectivement, elle est vraiment énorme, mais il manque encore de la masse. Si on s'en va faire la comparaison avec le Soleil, bien, la masse du Soleil, elle est vraiment, vraiment beaucoup plus grosse. Je pense qu'on est à 10 même pas 10 de la masse du Soleil avec Jupiter. On est en bas de 10 Donc, il manque encore vraiment beaucoup de masse à Jupiter pour pouvoir devenir une étoile, mais c'est la planète qui a failli devenir une étoile aussi. Si on y ajoutait de la masse à Jupiter, donc si on venait lui ajouter de la masse, elle pourrait devenir une étoile. Sauf que pour y ajouter de la masse, il faudrait aller changer de la masse de d'autres planètes. Puis même là, si on mettait toutes les planètes du système solaire, si on prenait toutes les planètes et on les envoyait dans Jupiter pour augmenter la masse de Jupiter, il manquerait encore beaucoup de masse pour réussir à devenir une étoile. Donc Jupiter n'est pas proche de devenir une étoile, mais elle a toutes les compositions pour l'être par contre.
Ensuite, l'atmosphère qu'il y a sur Jupiter, elle a une atmosphère. Son atmosphère est super dense et est super violente. Les vents, parce que du moment qu'on a une atmosphère, on peut avoir des vents. Mais les vents qu'il y a sur Jupiter tournent souvent autour de 350 km/h. Mais 350 km/h, on en a aussi des fois sur Terre des vents de cette vitesse-là. C'est très rare, mais on en a. C'est des vents qui vont former des ouragans, habituellement sur Terre. Puis des ouragans de 350 km/h, c'est des ouragans de force 5. Donc, c'est les plus gros ouragans qu'on peut avoir sur Terre. Et on n'en a pas si souvent que ça, des ouragans à 350. 250, ça peut arriver. 350, c'est plutôt rare. On en a déjà enregistré, mais c'est plutôt rare. Sur Jupiter, c'est fréquent. Okay? Donc, il y a très, très, très souvent des vents de 350 km/h. Vous allez le voir, il y a une des caractéristiques après qui peut expliquer ça. Puis d'ailleurs, ici, vous voyez sur la photo, il y a une genre de tache rouge-orange qui s'appelle l'œil rouge. Mais cette tache rouge-là, c'est un ouragan qui est là depuis toujours, là, ou presque. Là, on le voit tout le temps sur Jupiter. Puis l'aire de cet ouragan-là, c'est 500 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'on le voit très bien de la Terre. Il nous faut un télescope, mais c'est pour ça qu'on le voit quand même très bien. C'est 500 millions de kilomètres carrés la superficie de cet ouragan-là. Puis on le voit toujours, cet ouragan-là. Puis lui, d'ailleurs, c'est un ouragan qui tourne à peu près à ça, de 350 km/h. Voilà. Sa température moyenne, c'est de moins 148 degrés Celsius, donc sur la surface de la planète. Et une journée sur Jupiter, c'est 9h50 minutes terrestres. Donc, ça y prend 9h50 minutes au niveau de, comme si on était sur Terre, à faire un tour sur elle-même. Mais c'est une des raisons qui peut expliquer le fait qu'elle a des vents si forts, parce qu'elle tourne tellement vite sur elle-même, parce que 9 heures pour faire cette grosseur de planète-là, là, c'est vraiment rapide. Il faut s'entendre qu'elle tourne très, 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 très rapidement. Donc, comme elle tourne très rapidement, bien, ça peut être une des raisons qui explique qu'elle a des vents si puissants. Faire une année, par contre, donc faire le tour du Soleil, ça y prend presque 12 ans terrestres. Elle a 79 satellites de connus. Si vous prenez la différence avec votre cahier, vous allez voir dans votre cahier, ils ne disent pas 79. Pourquoi? Parce qu'on en a découvert depuis la création du cahier. Puis on va probablement continuer à en découvrir encore, étant donné qu'elle est très énorme. C'est pas étonnant qu'elle ait plusieurs satellites naturels. Son plus gros satellite naturel s'appelle Ganymède. Il est 8% plus gros que Mercure. Donc, son satellite naturel, elle a un satellite naturel plus gros qu'une planète. D'ailleurs, c'est le satellite naturel le plus gros qui existe dans le système solaire. Elle a des anneaux, mais comme je vous disais, pour Jupiter, on ne les voit pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas une très grosse masse, ces anneaux. Puis en plus, elles ont un albédo très diminué. Un albédo, c'est quoi? C'est un pouvoir réfléchissant. Dans le fond, c'est à quel point un objet est capable de faire la réflexion de la lumière ou non. Par exemple, si je prends un sofa, un sofa n'a pas beaucoup d'albédo, contrairement à de la vitre, mettons. La vitre va avoir un albédo plus intéressant. Donc, c'est pour ça, les anneaux de Jupiter n'ont pas un albédo intéressant, c'est pour ça qu'on ne les voit pas vraiment. Puis après le Soleil, la Lune et Vénus, c'est la chose qu'on voit le mieux dans l'espace à l'œil nu. Donc, c'est sûr que le Soleil, c'est la chose qu'on voit le mieux, la Lune aussi. Vénus, on en a parlé à la dernière capsule, pendant longtemps, elle a été considérée comme une étoile, jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est une planète, parce qu'elle a un albédo intéressant, donc justement, elle réfléchit beaucoup la lumière. Et puis ensuite, celle qu'on voit le plus à l'œil nu dans l'espace, quand on regarde la nuit, c'est Jupiter. Donc, ce n'est pas toutes les autres étoiles qui existent dans la galaxie, c'est vraiment Jupiter qu'on va voir le plus. Après, on va aller vers les autres étoiles. Oups. Ensuite, sixième planète qu'on voit, donc on va parler de Saturne. Saturne qui est la planète connue pour ses anneaux. Donc, Saturne va avoir un rayon de 58 000 km, donc 9 fois celui de la Terre, une masse de 5,7 fois 10 à la 26, donc 95 fois celui de la Terre, et elle est rendue à une distance de 1 milliard 400 millions de kilomètres. Donc, on est encore de plus en plus loin. Saturne est aussi constitué surtout d'hydrogène, un peu d'hélium, donc comme Jupiter. Ses anneaux autour, donc elle a 7 anneaux principaux. Dans ces anneaux, après, elle a comme des sous-anneaux, on pourrait dire, donc des plus petits anneaux, mais elle a 7 anneaux principaux. Ces anneaux sont constitués surtout de glace et de poussière, donc de poussière qu'il y avait dans l'espace, qui, à cause de la gravité de Saturne, se sont ramassés dans ces anneaux-là. Puis eux sont facilement visibles parce qu'elles ont justement une plus grosse masse, donc il y a plus de poussière autour de Saturne, puis elles ont un albédo plus intéressant. Sa température, c'est moins 178 degrés Celsius. Une journée saturnienne, c'est 10h39 minutes terrestres, donc ça, elle aussi, ça tourne plutôt rapidement. Une année, c'est 29 ans, donc ça prend 29 ans à faire le tour du Soleil. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus loin, on est rendu à 1 milliard de kilomètres, donc faire un cercle de 1 milliard de rayons, c'est quand même long. Et des satellites, on en a 82 de connus. Donc, même chose dans votre cahier, il n'est pas écrit 82. Là, on en a découvert depuis.
Et son plus gros s'appelle Titan. Donc, on le voit d'ailleurs sur la photo ici. Là, ça peut même créer une ombre sur Saturne. Là. Donc, Titan, c'est celui-là. C'est le plus gros connu de Saturne. Lui aussi, il est plus gros que Mercure, mais ce que Titan a de particulier, c'est qu'il y a une atmosphère. Donc, c'est le seul satellite naturel qui a une atmosphère. Tous les autres n'ont pas d'atmosphère. Pour le moment, c'est le seul qu'on connaît qui a une atmosphère. Puis quand on regarde Titan, on s'aperçoit que Titan ressemble beaucoup à la formation de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Donc, la Terre, quand elle s'est créée, ressemblait beaucoup à Titan aujourd'hui. Donc, avec beaucoup de volcans, avec une atmosphère composée essentiellement de diazote, pardon. D'ailleurs, notre atmosphère aussi est composée d'essentiellement de diazote. L'air ici sur Terre, c'est 78% de diazote. Sur Titan, c'est la même chose. Là. On est plus autour du 95%, je pense. Mais donc, beaucoup de diazote. Ça ressemble beaucoup au volcan qu'il y avait sur Terre il y a 4,6 milliards d'années. Donc, on pourrait se dire que Titan, c'est comme une Terre 2, mais plus petite. Mais la différence, c'est peut-être que Titan pourrait devenir une Terre intéressante, entre guillemets, mais elle va toujours être trop loin du Soleil. Donc, il va toujours faire trop froid sur Titan pour qu'on puisse un jour y vivre. En ce moment, c'est sûr qu'on ne peut pas y vivre. C'est trop dangereux. Là. C'est des volcans et tout. On ne pourrait pas vraiment y vivre présentement. Comme officiellement, on ne pouvait pas vivre sur la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Mais même si, mettons, Titan évolue comme la Terre a évolué, elle va toujours être trop loin du Soleil, il va toujours faire trop froid, donc on ne pourrait pas y habiter. Mais elle ressemble beaucoup à la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Septième planète, Uranus. Donc, son rayon 25 000 km, donc 4 fois celui de la Terre, 8,7 fois 10 à la 25, 14 fois la masse de la Terre. 2 milliards 800 millions de kilomètres, donc on est de plus en plus loin. Principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Elle a un cœur de glace, donc celle-là, son cœur n'est pas liquide, il est solide. Sa température, c'est moins 216 degrés Celsius. Je vous rappelle que la température minimale possible, c'est moins 273. Donc, le zéro absolu qu'on appelle, qui est la température la plus froide, c'est moins 273. Donc, on est à une cinquantaine, là, 50 quelques degrés d'arriver à la température la plus froide possible. Une journée uranienne, c'est 17 heures, donc ça ressemble un peu plus à la Terre. Une année uranienne, par contre, c'est 84 ans, donc ça prend 84 ans pour faire le tour, étant donné qu'on est rendu à presque 3 milliards de kilomètres. Elle a 27 satellites de connus. Ses particularités. Donc, vous le voyez, la planète ici, elle a des anneaux. Donc, comme Saturne, eux, on peut plus les voir avec un télescope, on est capable d'un peu plus les voir, mais pas autant que Saturne. Mais ce qu'elle a de particulier, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, mais elle est couchée. Ses anneaux sont sur le côté. Donc, ça fait que son axe de rotation, il est à 90 degrés. La plupart des planètes, l'axe de rotation est très droit. Nous, notre axe de rotation, là, sur la Terre, c'est 23,4 degrés. Donc, c'est un peu couché. Uranus, c'est 90. Donc, elle est complètement couchée sur le côté, puis elle tourne comme ça. Donc, à la place de tourner de même, comme les autres planètes, ou mettons la Terre qui tourne comme ça ici autour de son axe, bien, Uranus tourne autour de son axe qui est comme ça. Ce qui fait qu'elle a toujours un pôle au Soleil, puis toujours un pôle dans la nuit. Parce qu'elle tourne comme ça, mais autour du Soleil. Donc, elle fait le tour de même, de chaque côté du Soleil, mais c'est tout le temps le même pôle qui est devant le Soleil parce qu'elle tourne de même et non comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que ces pôles c'est comme s'ils étaient au niveau de l'équateur pour nous sur Terre. Donc, ils sont vraiment sur les côtés, ces pôles, à cause de ça. Donc, c'est comme si ça, mettons, c'était son pôle sud, puis ça, ici, c'était son pôle nord. Elle possède des anneaux aussi, un peu moins visibles. Puis, c'est la première. En fait, cette planète-là, elle n'a pas été découverte à l'œil nu comme les autres planètes. Toutes les autres planètes avaient déjà été découvertes par des scientifiques d'époque, avec soit à l'œil nu ou avec des petits objets pour voir, comme des jumelles. Mais quand on a inventé le télescope, c'est là qu'on a enfin pu découvrir Uranus. On ne la connaissait pas du tout avant. Donc, elle a été découverte en 1781. Maintenant, dernière planète de notre système, c'est la planète Neptune. Donc, Neptune, 24 000 de rayons, donc presque 4 fois celui de la Terre, 1 fois 10 à la 26 kg pour sa masse, donc 17 fois celui de la Terre, celle de la Terre. On est rendu à 4,5 milliards de kilomètres de distance, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, donc comme les 3 autres planètes gazeuses. Elle a aussi un cœur de glace. Sa température similaire à Uranus, donc moins 214 degrés Celsius. Une journée, c'est 16 heures. Une année, c'est 164 ans, donc presque 165. Donc, ça lui prend 165 ans à faire le tour du Soleil. Elle a 14 satellites de connus. Elle aussi, elle est invisible à l'œil nu, mais ce qui est particulier de Neptune, c'est qu'elle a été découverte par calcul mathématique avant d'être calculée, avant d'être trouvée visuellement. Donc, quand on ne pouvait pas la voir à l'œil nu, à un moment donné, il y a des scientifiques dans les années 1800 qui se sont dit il manque quelque chose dans le système solaire, il y a
il y a des orbites de planètes puis d'astres qui ne fitent pas. Donc, si ça ne fit pas avec le Soleil comme ça, donc il doit y avoir quelque chose de plus loin qui va les perturber. Donc, il y a eu plusieurs calculs. Et en 1846, il y a un chercheur qui a fait des calculs et qui a envoyé ses résultats à un de ses collègues. Qui a dit, normalement, là, si tu braques ton télescope ce soir à tel endroit dans le ciel, tu devrais être capable de voir Neptune. Et le gars, le scientifique qui a reçu ces résultats-là, ben, il l'a testé, il a mis son télescope dans le ciel exactement à l'endroit où l'autre avait dit. Puis bang, il est tombé sur Neptune. Il l'a vu avec son télescope à ce moment-là. Donc, elle a été découverte par mathématiques avant d'être découverte par télescope. Puis elle aussi, elle possède des anneaux très peu visibles. Donc là, on était dans les objets qui sont les objets, les planètes, les premières planètes. On a vu aussi la ceinture d'astéroïdes. On a vu on a vu une planète naine qui était dans la ceinture d'astéroïdes. Mais là, ce qu'on va voir maintenant, c'est les objets transneptuniens. Transneptuniens, ça veut dire que ce sont des objets, des astres, qui sont après Neptune. On en a quelques-uns. Pourquoi on les connaît moins bien, ils sont difficiles à observer parce qu'ils sont plus loin, ils sont vraiment très loin. Ils sont rendus à plus que 4,5 milliards de kilomètres. Donc, ils sont rendus très, 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 très loin, donc ils sont très difficiles à observer, mais on en connaît quelques-uns. Donc, on va le voir, on va voir la planète Pluton, on va voir la ceinture d'astéroïdes de Kuiper, on va voir 3 autres planètes naines et on va voir la potentielle planète 9. Donc, Pluton. Pourquoi j'ai mis Pluton et Charon? Je vous explique dans quelques instants. En fait, Charon, c'est un des satellites naturels de Pluton. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Donc, Pluton ici, qui est une ancienne planète. Avant, quand moi j'étais au secondaire, à votre âge, on parlait de Pluton étant une planète. Puis ça a changé à un moment donné. Vers la fin de mon secondaire, Pluton n'était plus une planète, c'était rendu une planète naine. Donc, elle a un rayon de 1185 km, donc 6 fois plus petite que le rayon de la Terre. Elle a une masse de 1,23 x 10 à la 22, donc 459 fois plus petite que celle de la Terre. Donc, c'est vraiment petit. Et elle est à une distance d'environ 6 milliards de kilomètres. Donc, elle est vraiment rendue très, très, très loin. Elle est composée principalement de roches et de glace de méthane. Donc, le méthane, c'est un gaz, le CH4, que les pêtes de vache, par exemple. Mais c'est de la glace de méthane qui compose Pluton. Et sa température, c'est de moins 225 degrés Celsius. Elle a 5 satellites de connus, dont Charon. Charon, qui est cet autre satellite-là. En fait, on va parler du système plutonien de Charon et Pluton. C'est une des raisons pourquoi Pluton n'est plus une planète, parce qu'elle a Charon dans sa ligne de mire. Okay? Donc, elle a Charon qui est autour d'elle. Puis, on s'est rendu compte que Charon et Pluton, ensemble, ils forment un système. Okay? On dit qu'il y a 5 satellites de connus, dont Charon, et donc elle a 4 autres satellites de connus. Ces 4 autres satellites de connus-là, ils ne tournent pas autour de Pluton. Ils tournent autour de Pluton et Charon. Donc, on a Pluton et Charon qui sont ici. Puis, autour de Pluton et Charon, on a 4 satellites qui tournent autour de ces 2 objets-là. Okay? Donc, c'est la raison pourquoi Pluton n'est plus considéré comme une planète, parce que, je vous rappelle que pour être considéré comme une planète, il faut qu'il n'y ait rien dans ton orbite qui te dérange. Quand tu fais ton propre orbite à toi autour du Soleil, il ne faut pas qu'il y ait rien d'autre dans ton chemin. Mais Pluton a Charon dans son chemin. Donc, c'est la raison pourquoi Pluton n'est plus considéré comme une planète, parce qu'elle a quelque chose dans son chemin. Puis en plus, vous allez voir, Pluton va se ramasser dans ce qu'on va appeler dans quelques instants la ceinture de Kuiper. Donc, elle a plein de choses en fait dans son chemin, mais dont Charon. Mais donc, les deux ensemble, c'est comme s'ils formaient une seule planète, mais séparée en deux. Donc, c'est comme si je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est comme si c'était une planète, mais qui était séparée en deux. Donc, il y a 2 petites planètes, une à côté de l'autre. Puis, on a un système de satellites qui va tourner autour de ces 2 planètes-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que Pluton n'est plus une planète et qu'elle est rendue une planète naine, qu'elle a été déclassée à planète naine. Ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est très similaire à la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Donc, c'est une ceinture d'astéroïdes, mais elle est beaucoup plus grosse. Donc, elle est 20 fois plus large en termes de largeur. Donc, on a la ceinture d'astéroïdes qui est ici, que vous voyez. Puis ensuite, on a la ceinture de Kuiper qui est ici, donc qui est plus en orange. Là. Donc, tout ça, c'est la ceinture de Kuiper. Donc, beaucoup plus large et beaucoup plus massive. Donc, on dit à peu près 200 fois plus massive en termes de masse, là, si on prend tous les astéroïdes qu'il y a autour. 200 fois plus massive. Dans cette ceinture de Kuiper-là, on va retrouver Pluton, entre autres. Donc, Pluton est dans la ceinture de Kuiper à certains moments. Donc, ici, elle ne l'est pas vraiment. Mais vous voyez l'orbite de Pluton, elle fait un drôle d'orbite, puis ici, elle se ramasse un peu dans la ceinture de Kuiper. Donc, parce qu'elle a une orbite qui est plus large, là, qui est pas vraiment rond, là, qui est un peu plus ovale. Donc, à cause de ça, des fois, Pluton se ramasse dans la ceinture de Kuiper. Donc, c'est une des raisons pourquoi Pluton, on ne peut pas la considérer comme une planète non plus.
Puis dans cette ceinture d'astéroïdes-là, ben, on retrouve deux autres planètes naines qui sont Makemake et Oumuamua. Donc Makemake et Oumuamua sont des planètes naines qui se retrouvent à l'intérieur de cette ceinture de Kuiper, qui sont la raison pourquoi ce sont des planètes naines et non des planètes, parce qu'elles ont des objets dans leur chemin. On a aussi Eris. Eris qui est ici, mais Eris, en fait, est même plus loin que la ceinture de Kuiper. Donc, elle est vraiment, vraiment très, très, très loin. C'est une autre planète naine qui est à l'extérieur de cette ceinture-là. Donc, la ceinture comme telle, elle est située entre 4,5 milliards de kilomètres, comme presque Neptune, en fait. Là. Neptune peut même se ramasser proche de cette ceinture de Kuiper-là, et 8,2 milliards de kilomètres. Donc, c'est vraiment très large là, comme ceinture, puis c'est très, très, très loin. Eris, comme je viens de dire, est au-delà de la ceinture. Donc, c'est la dernière planète naine connue présentement de notre système solaire. Pourquoi je dis connue? Parce que ça se peut très bien qu'on en découvre d'autres. Puis, elle porte le nom d'un célèbre astronome qui est Gérard Kuiper. Donc, ça, c'est comme un peu la fin, on pourrait dire, la fin de notre système solaire. Pendant longtemps, on a cru que c'est ça, que c'était la fin de notre système solaire. Puis après ça, on n'était plus dans le système solaire. Mais non, on s'est rendu compte que Eris tourne autour du Soleil quand même. Donc, même si elle est super loin, le Soleil est ici. Là. Même si elle est super loin du Soleil, Eris tourne encore autour du Soleil. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans le système solaire, même au-delà de la ceinture de Kuiper. Et finalement, la planète 9, vous l'avez probablement écoutée dans ma capsule. Je vous l'ai remis ici si vous voulez la réécouter. Donc, vous allez avoir un peu plus d'informations. Mais c'est une planète hypothétique. Donc, c'est une planète qui existe, qui visuellement, on ne la connaît pas. Un peu comme Neptune. Neptune, en 1821, on savait qu'elle existait au niveau mathématique, mais on ne l'avait pas vue. Ça nous a pris une vingtaine d'années avant qu'on puisse la voir avec un télescope. Mais c'est un peu le même principe. Mathématiquement, on l'a prouvé. Donc, on sait qu'elle existe mathématiquement, mais on ne l'a jamais vue encore. Il va falloir faire d'autres calculs pour savoir où la trouver puis braquer notre télescope à la bonne place. Mais pour le moment, on ne l'a jamais vue, mais on sait qu'elle devrait exister. C'est ça qui expliquerait les ellipses qui sont un peu étranges. Le Pluton ici, là, qui fait une rotation un peu spéciale, une révolution, pardon, un peu spéciale autour du Soleil, bien, c'est probablement à cause de cette planète 9-là qui dérangerait l'orbite de Pluton. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez re-regarder ma vidéo si vous voulez. Je vous l'ai mis ici, donc ça va vous donner un peu plus d'informations. Finalement, ici, donc, les révolutions et les rotations des planètes. Toutes les planètes font une révolution en sens anti-horaire autour du Soleil. Donc, ils tournent toutes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du Soleil. Mais par contre, leur rotation, la plupart des planètes font aussi une rotation anti-horaire. Okay? Donc, elles tournent sur elles-mêmes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sauf deux. Il y a deux planètes qui font un sens horaire pour tourner sur elles-mêmes. On a Vénus. Donc, Vénus tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et on a Uranus, puis en plus, Uranus est couché. Donc, Uranus aussi tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, mais en plus, elle tourne couchée. Donc, Uranus est bien, bien, bien spécial. Puis Vénus aussi, au contraire de toutes les autres planètes, tourne dans le sens inverse. Puis pourquoi, en fait, il tourne dans ce sens-là? Mais c'est juste au moment de la création, comment les poussières et tout, quand ils se sont agglutinés, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, ça a fait qu'ils tournaient dans ce sens-là, puis bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi Vénus? Bien, c'est probablement qu'il y a eu un choc à ce moment-là. Donc, pendant que c'était en train de se créer, parce que Vénus tourne très lentement d'ailleurs, là. Si vous vous souvenez de sa journée, c'est super long. C'est vraiment plus long qu'une journée terrienne. Là. Mais donc, c'est probablement que pendant qu'elle était en train de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il a dû y avoir un impact d'un astéroïde qui a fait que ça l'a ralenti puis elle a commencé à tourner dans l'autre sens. Mais donc, elle tourne dans l'autre sens, mais très lentement. Mais c'est ça, c'est probablement ça qui s'est passé. On ne peut pas le prouver, mais c'est probablement quelque chose comme ça qui s'est passé. Finalement, comment on peut faire pour retenir l'ordre des planètes sans se tromper? Bien, il y avait une petite phrase qui était très connue quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, puis finalement, à un moment donné, elle a été plus bonne parce qu'il n'y avait plus Pluton. Pluton n'existait plus, donc on ne pouvait plus l'utiliser. Sauf que là, on peut recommencer à l'utiliser dû au fait qu'il y a la planète 9. Donc, planète Pluton, comme elle n'a pas de nom encore, la planète 9, bien, on peut l'utiliser comme étant planète. Là. Donc, c'est une phrase très simple pour s'en souvenir. Puis chaque lettre de début de mot nous donne la lettre de début du nom de la planète. Donc, la phrase, c'est « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». Donc, le M, mon pour Mars, vieux, Vénus, tu, Terre, Mars. Et ce qui est particulier, c'est que le AS, donc le AS de astéroïde pour la ceinture d'astéroïdes. Donc, c'est Mars et astéroïde. Jeté Jupiter, sur Saturne, une Uranus, nouvelle Neptune, planète 9. Okay? Donc, pour le moment, c'est la planète 9. Si elle a un nom qu'on lui donne plus tard, espérons que ce soit un nom qui commence par P, mais sinon, on changera la phrase à ce moment-là. Mais pour le moment,
Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Chaque début de lettre nous donne chaque début de mot nous donne la première lettre du nom de la planète. Alors voilà, je vous donne les exercices. Dans le fond, c'est de terminer les exercices qui restaient dans le cahier à ces pages-là, 256 à 261. Puis un peu plus tard aujourd'hui, je vais vous mettre le questionnaire Socrative sur les planètes, donc une toute petite évaluation par rapport aux planètes. Bonne journée!